Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Michael. On a le 3e épisode politique cette fois. On va parler maintenant de désobéissance civile. Voilà. Ouais, qu'est-ce que c'est la désobéissance civile, Michael? C'est désobéir à l'État. Désobéir l'État, oui. Mais Ça s'explique soi-même. Non, c'est aller à l'encontre de... Tu vas à l'encontre de l'État par révolte. Oui, par révolte de quelque chose où tu penses que c'est injuste et sans ta révolte, la justice ne revient pas. voilà. Et important, la désobéissance civile est non violente. Eh oui, Michael. Ah, alors, ça, je savais pas, non. C'est l'idée de désobéir de manière non violente. Et ça vient en fait d'un philosophe philosophe, oui, je crois. Enfin, il s'appelle Thoreau, un Américain qui a écrit un essai sur la désobéissance civile. Alors, en fait, c'était quand il y avait un président en Amérique, le président était pour l'esclavage, et Thoreau n'était pas pour l'esclavage, donc ce qu'il a fait, c'était une fois l'acte symbolique de pas payer ses impôts. Alors c'était que quelques dollars, mais il l'a fait. C'est un acte non violent, parce que cet impôt-là était spécifiquement aussi pour la guerre. Aussi quelque chose contre le Sud, alors ne me demande plus, je crois que c'était les Mexicains, mais je suis plus sûr. Ouais. Alors, donc c'était aussi pour financer la guerre. Donc, il a dit non, il a été mis en prison, puis après, une cousine, je crois, enfin en tout cas proche de la famille, a payé pour lui l'impôt, et donc il est ressorti, mais c'était un acte de désobéissance civile, et dans son essai, il a dit, l'idée même, c'est que en fait, un gouvernement ne devrait pas gouverner. C'est le meilleur gouvernement. C'est que, en fait, on ne doit pas suivre l'État de manière, on oublie la raison, mais un bon civil, un bon civil? Un bon civiliste, non. Non, Un bon citoyen. Un bon citoyen, exact. Un bon citoyen devrait réfléchir par la raison et pas juste se faire guider par le gouvernement. Voilà. Ça vient un peu la base de la désobéissance civile. Est-ce que ça te rappelle un petit Trop. une thématique? Trop. On se ferait banner sur Spotify, non. Non, ce que je veux soulever, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit non violente. Parce que moi, je pensais que c'était toujours aussi faux, c'était aussi violent pour marquer l'autorité. Mais bon, ça me rappelle, par exemple, le truc le plus simple, c'est le Covid. Mm-hmm. Ok, alors moi je pensais plutôt à, en fait, juste, c'est pratiquement des idées anarchiques, mais... Ah oui, ça, ouais. Enfin, Oui, c'est une idée anarchiste, oui, mais ça donne quand même un meilleur cadre pour le gouvernement que l'anarchie en soi, je trouve. exact, surtout que la désobéissance civile, déjà, pour que tu puisses faire ça, c'est que tu as un État qui fonctionne. Parce que tu désobéis à une loi spécifique. Ouais. Donc désobéir à une loi, ça veut dire qu'il y a encore des lois, donc ce n'est pas... Bon, mais c'est l'idée, en tout cas, de gouverner soi-même, de se dire, ok, c'est pas le gouvernement qui est par-dessus moi, mais je suis le gouvernement. Ouais, enfin, je suis le gouverneur. Alors là, c'est un peu... Il y a encore d'autres aspects qui rentrent là. Mais ouais. Donc, Covid. Ouais, bon. Enfin, t'as un... Dans le sens, dans le Covid, il y avait beaucoup qui disaient que c'était important de réfléchir soi-même et pas de se laisser guider. Oui. Dans ce sens-là. Et de pas juste faire parce que c'est une loi et c'est obligatoire. Puis après, d'autres endroits où, peut-être plus historique, t'as Mahatma Gandhi qui a fait un jeûne, non, pas un jeûne, comment on appelle ça, un Hungerstreik. Oui, ben il a pas mangé. Ouais, il a quoi. arrêté de manger. La grève de... Non, c'est pas grève. Enfin oui, strike, c'est grève, mais... Mais il a arrêté de manger pendant plusieurs jours et il a pas voulu manger, puis ça devient aussi problématique pour la prison en soi. Puis après, il y a aussi en France beaucoup qui étaient enfermés, ou par exemple pour moi aussi des personnes qui renient pas leur foi. C'est aussi un peu une forme de... Oui, si l'État Les interdits, oui. interdit la foi chrétienne, par exemple, ou même une autre foi, enfin, c'est pas seulement les chrétiens qui sont persécutés. Ouais. Les obéissances civiles dans ce sens-là, ouais. Ouais, mais après c'est vrai que les chrétiens persécutés, j'ai pas un autre endroit que Mahatma Gandhi qui s'oppose à toute une politique ou tout un raisonnement. C'est un peu, pour moi, je sépare la politique avec la religion un peu dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est l'État
qui interdit, mais ouais, après ça dépend après comment on va argumenter ou comment se développe la discussion, si c'est permis ou pas, parce que pour moi un chrétien qui ne renie pas sa foi, il fait rien de négatif. C'est ça, en fait, la désobéissance civile, tu te demandes un peu où est-ce que tu devrais le faire dans un pays où tout va bien, entre guillemets. Ouais. Dans des situations où justement il y a vraiment une injustice, où tu vois clairement, par exemple, l'esclavage ou la guerre, c'est beaucoup plus direct. C'est là où en fait tu dis, tu dois juste mettre à l'aise les citoyens pour qu'ils ne font rien contre toi, dans le sens qu'ils participent à l'injustice, mais juste de manière que ce soit pas trop clair. Alors ouais, alors ça devient politique, mais C'est un trait théorique et aussi tout dépend comment tu vois ton point de vue. tout à fait. Quelque chose qui peut être hyper, je veux dire, pour des gens qui persécutent les chrétiens, de leur point de vue, ils font tout juste, hein. Oui, non, mais oui. Dans le sens, en Suisse, par exemple, tu entends le discours des activistes contre le changement climatique, c'est que il y a une injustice qui se fait parce que on exploite d'autres régions, pays, à travers notre consommation. Et donc, en fait, c'est une injustice qu'il faut combattre. Une activiste qui a aussi passé à 52 minutes et qui a aussi fait quelques podcasts, c'est Anaïs Tilquin. Voilà. On te salue. Mais dans le sens, elle a aussi, elle s'est aussi par exemple collée sur les routes. Dans le sens, elle s'est placée sur les routes pour bloquer. Et l'idée, c'est c'est de dire, ok, il y a une problématique, ils veulent combattre cette problématique-là, et donc ils veulent embêter les gens pour qu'il y ait des médias qui sont sur eux. Enfin, Il y a une réaction. Qu'il y ait une réaction, quoi. Mm-hmm. Toi, tu en penses quoi, justement, de ces activités? Enfin, de faire juste une démonstration, ce n'est pas encore un acte de désobéissance civile. Ouais. Bon, ça dépend comment tu fais ta démonstration. Oui, si elle est autorisée, etc., c'est pas un acte de désobéissance civile. Si elle n'est pas autorisée, c'est un acte. Exact. Alors ça, c'était le cas, par exemple, à Berne. Dernièrement, exact. Pour une démonstration de... Pro-Palestine. Exactement. Puis bon, pour les gens qui viennent pas de la Suisse, chez nous, on doit... Toute grève ou démonstration doit recevoir une autorisation. Donc, on peut que faire une grève contre l'État quand l'État est d'accord. Mais souvent, juste pour expliquer aussi aux auditeurs, souvent elle est acceptée. C'est pas l'État ne nous opprime pas les grèves et dit t'as pas le droit. C'est surtout à cause des conséquences de sécurité, de préparer aussi parce que quand il y a un feu ou autre qui se crée, où il y a des problèmes à l'intérieur, son concept de sécurité et sans avoir une autorisation, il y a personne qui est sur place et peut réagir. Donc c'est pour ça que on le fait. C'est très suisse. C'est plutôt une sécurité supplémentaire que de dire vous avez pas le droit de faire une démonstration. Mais du coup, cette démonstration pro-palestinienne était pas acceptée, mais ils l'ont quand même fait. Il y avait combien de personnes? Je crois qu'il parlait de 2000 personnes. Ouais, c'est petite démonstration, mais quand même il y avait beaucoup de gens. Ouais, donc, oui. Puis surtout, si vous connaissez un peu Berne, c'est une petite ville, hein. Dans le sens, c'est pas des grandes rues. C'est pas l'Élysée. Dans la largeur, c'est très petit. Donc c'est vite plein et ça prend vite beaucoup de place. Donc les gens prennent beaucoup de place et ça fait aussi, avec tout le système de transport public, ça fait vite un désagrément pour beaucoup. La police a été mobilisée, oui. Et puis, il y a eu des cas de vandalisme. Ouais, quand on parle de quelques millions de dégâts. Ils l'ont fait surtout à là où il y a les banques nationales et puis aussi la banque nationale et puis le Bundesplatz. Donc là où il y a la maison des présidents. Voilà, dans le palais fédéral. Le palais fédéral, voilà. Voilà, notre bilinguisme nous joue les tours. Oui, donc c'était l'endroit où il y avait du vandalisme. La police a 500 personnes, ils ont pris. Bon, là, ce qu'on dit, c'est ce qu'on a entendu, c'est pas vérifié, c'est pas des chiffres exacts, hein. Faut pas nous prendre à la lettre. Voilà, regarde, je vous le mettrai en lien. On n'a pas fait de recherche de journalistes, hein, vraiment. Je vous les mettrai en lien à une source fiable que je trouverai pour si vous voulez faire plus de recherches sur qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais en tout cas, ce n'était pas paisible. Enfin, la démonstration était du coup aussi violente. Ouais, enfin aussi par rapport aux oui, à la confrontation. Il y a eu de la confrontation entre la police et les gens. Donc le vandalisme déjà, c'est du coup plus un acte de désobéissance civile, c'est vraiment du vandalisme. Donc c'est là où il y a aussi
la ligne qui est tirée. Ouais, parce que ça devient violent. Oui, c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est hyper paisible. Dans le sens, la base de la désobéissance civile, elle est hyper paisible. Oui. Et c'est ça, en fait, si ta démonstration elle n'est pas autorisée, mais tu le fais quand même, paisiblement, ben, oui, alors Ça serait plus dans une zone grise. Mais non, c'est dans une désobéissance civile, elle n'est pas autorisée, tu vas contre la loi, tu le fais quand même. Oui. Ah oui, je vois. Oui, je vois. Et c'est là où je trouve la désobéissance civile, dans le sens démonstration, ok, on le fait quand même, ça marque quand même quelque chose de fort. Donc moi je suis plutôt pour, mais malheureusement ça a été après violente. Par contre, se coller sur la route pour bloquer les ponts d'une ville ou comme ça, qu'est-ce que toi t'en penses? Alors, quand je prends ces propos, c'est pas du tout dans la perspective qu'ils font, c'est plutôt quand je réfléchis, tu me disais que ce soit pas violent. C'est vraiment hyper difficile de dire qu'est-ce qui est pas violent, parce que une fois j'ai vu une vidéo après, là aussi, hein, pas de recherche journalisme, hein, qu'une personne était coincée dans les bouchons avec un fils qui devait absolument aller à l'hôpital. Puis là, pour moi, il y a un côté où ça peut switcher, je sais pas si on peut appeler ça de la violence, mais ça switch dans quelque chose où il y a des réels problématiques qui viennent en jeu, qui sont pas mineures. Dans le sens, avoir des bouchons, faire un peu des galères pour que les gens remarquent ce qu'ils font et soient actifs dans ça, je trouve ça bien. C'est vrai qu'une démonstration, je trouve ça bien aussi. Parce que ça montre qu'en fin de compte, il y a plein de gens qui traversent les rues, t'as du peuple qui se réunissent pour une cause, puis tu te dis, ah, il y a quelque chose qui se passe, puis les bus, ils font avec, puis t'es en retard, puis c'est en ordre. Mais après, quand t'as vraiment des conséquences ou des personnes qui ont vraiment besoin ne peuvent plus recevoir quelque chose, c'est difficile. Après, eux, ils argumentaient dans l'interview, c'est ce qui arrive aussi selon les autres pays. Ce qui est, pour moi, après, d'un côté où c'est plus à eux de juger de ça, tu vois. Puis après, bon, tu veux faire quoi? Tu t'es collé à la route, tu peux plus t'enlever comme ça, hein. C'est toujours quelqu'un qui doit venir te décoller. Alors, Anaïs Tilkin avait justement dit aussi, ben, c'est les gens ils le prennent plutôt à la légère, etc. Enfin, c'est pas un problème. Ça c'est dans un podcast qu'elle avait fait avec Circular Metabolism. Enfin, c'est un podcast français, hein. Mais il y avait dans une autre discussion l'idée, ok, mais est-ce que ce que tu fais, ton acte de ta cause, est-ce qu'elle déjà elle représente l'acte pourquoi enfin dans le sens la dangerosité, enfin L'impact, la chose que tu... ouais, est-ce que cet impact que tu as, elle représente aussi par rapport à cette grandeur de la cause que tu fais? Alors oui, le réchauffement climatique ou le changement climatique, si ça nous frappe, ben, ça va frapper des milliards de personnes. Donc, ces grandes causes, ben, ont besoin aussi de grandes actions, selon ce théorème. Mais encore plus, la question c'est, est-ce que tu vises simplement les personnes qui sont non responsables ou est-ce que tu impliques tout le peuple avec? Dans le sens, justement, des personnes qui ont besoin d'aide, qui sont déjà dans la peine, est-ce que du coup, tu les impactes aussi, ou bien est-ce que avec ta cause, ton acte, tu vas plutôt être plus spécifique? Et là, je trouve c'est un peu plus critique où justement tu embêtes tout le monde. Alors certes, pas tout le monde va le prendre mal, mais ouais. Et après, il y a aussi une réelle conséquence, c'est que des gens qui disaient, puis t'as des gens qui travaillent, c'est pas, ça paraît un peu bête. Après, là aussi, on peut l'interpréter dans deux sens. Mais tu vois, t'es un petit artisan qui doit aller chez un client. Et si t'es 3 heures dans les bouchons à cause de ça, il y a personne qui va te payer ces 3 heures, hein. Puis un petit artisan, il a pas de l'argent souvent à gogo. Donc tu vois, c'est aussi des conséquences qui sont quelquefois après hyper financiers, rapidement. Surtout dans le monde du travail, et puis dans les routes, c'est que ça, hein. Les gens qui sont sur les routes, c'est surtout pour la semaine, c'est souvent pas des gens qui font ça pour le plaisir. C'est pas comme le week-end où tu vas sortir avec ta voiture, ça serait plus problématique. C'est des gens qui doivent aller travailler ou bien ils vont chez les clients, ils vont faire des travaux. Donc c'est un peu un impact direct qui peut être aussi très conséquent, puis quelquefois on sous-estime totalement le truc, que ça peut être aussi pour eux après hyper dangereux. Après, il y a des gens ils argumenteraient, mais ça cause exactement à cause de l'économie qu'on arrive à cette cause-là. Donc c'est bien que ça les touche, mais comme tu dis, est-ce que tu prends tout le monde, même ceux qui sont juste passionnés de leur métier et qui veulent travailler, puis ils font ça avec amour, ou tu vas juste viser les grandes entreprises qui sont vraiment problématiques? Puis pour moi, personnellement, je trouve quand tu parles de tu ne payes pas tes impôts, l'impact sur le peuple entier est beaucoup plus moindre que si tu te colles sur une route. Et je trouve que tu devrais d'abord d'avoir un impact plus sur toi et l'État que le peuple. Oui.
moins, ça je trouve plus sensé, plus modéré comme manière. Après, c'est d'être mon côté plutôt neutre, de pas vouloir déranger les gens, qui est un peu suisse. C'est une peur de pas faire ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, je veux dire, en France, il y a aussi quand il y a eu la révolte des paysans, qu'ils ont amené, je crois, du purin devant aux Champs-Élysées, des trucs comme ça. Ça marque, tu vois, ça marque quelque chose. Tout à fait. Ouais. Mais après, quand je dis ça, hein, je parle pas de toute la vie politique derrière, hein, c'est plus dans l'acte, si c'est quelque chose. Oui, ben, on parle de la désobéissance civile. Et alors, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais aussi écouté un podcast d'un avocat qui est devenu par en fait des actes de désobéissance civile. Il est arrivé justement à la politique et maintenant il est président des Verts en France. Et puis lui, il a fait des trucs enfin vraiment géniaux. Lui, c'est vraiment des actes de désobéissance civile où il le fait de manière où ça implique plutôt les entreprises. Donc, il avait parlé justement qu'ils allaient recevoir une liste des grandes entreprises où, par exemple, le salaire homme-femme n'est pas encore égal. Au sens qu'il y a des différences dans ça. Et puis d'avoir juste une liste comme ça, et puis dire, ok, maintenant c'est ça, et tu balances ça sur le peuple, ben les gens ils vont réagir par rapport à ça. Il avait fait une autre action, c'était quoi que pour un peu montrer qu'il y a un problème avec tout ce qui est appartement, loyer, ben il avait réservé une visite et ils sont venus à 50 avec du champagne. Et puis donc en fait juste pour montrer, voilà, il y a un manque pas possible. Mais ils viennent quand même avec du champagne où tu peux pas dire vraiment ouais alors non ça va pas le faire mais dans le sens c'est en fait c'est presque des actions un peu dans le sens humour où ça provoque mais c'est avec humour. Ça c'est des actions où je me dis wow parce que c'est hyper créatif. J'aime et ouais, tout ce que j'ai compris c'est pas des actions vraiment où il désobéit à la loi, mais c'est plus vraiment ok, on va montrer des actions où on fait quelque chose. Une action historique que je voudrais encore mentionner, c'est la grève générale en Suisse en 1918. Waouh. Raphaël a ouvert ses livres d'histoire là. Là, j'ai regardé un documentaire de la RTS, enfin SRF. Je regarde si elle est en français, mais je vous mettrai en lien. Maybe not. Maybe not, mais je le mettrai en lien. En fait, c'était ouais, alors ça s'est basé après sur un malentendu entre le militaire qui a cru que c'était les socialistes qui voudraient faire une révolution à la Lénine, qui était aussi une fois venu en Suisse, hein, et qui a visité aussi les socialistes. Donc en fait, il y a eu quelques blessés, mais c'était pas le truc. Enfin, dans le sens, l'idée c'était, on va faire une grève générale pour montrer que on n'est pas d'accord avec justement que le militaire est là en train de gérer la situation parce que c'était d'abord l'idée que les prix augmentent et donc ils voulaient baisser les prix puis donc voilà, c'est un truc très politique on va dire mais ils ont fait une grève générale où après le Conseil d'État a fait une réunion et a dit maintenant c'est soit vous faisiez que la grève se dissout, enfin vous annulez la grève, soit il y aura la guerre civile, donc on va demander aux militaires de tirer dessus. La grève, elle était vraiment paisible, hein, c'était surtout les cheminots, donc ceux qui travaillaient avec Les chemins de fer. les chemins de fer, qui ont mis des pierres sur enfin pour bloquer justement tout le trafic. Et vu que c'était surtout par les chemins de fer qu'il y a eu le transfert surtout des travailleurs, même ceux qui étaient Juste là, ils venaient avec. ouais, ben ils ont pas pu aller. Ceux qui étaient dans le pays, enfin pas dans les villes, ils pouvaient plus bouger. Donc c'était vraiment plutôt une grève générale un peu forcée, grâce à la grève surtout des cheminots. Tout ça pour dire que le Conseil fédéral a dit aux socialistes. Le Conseil d'État ou fédéral qui a dit. C'était. Comment t'as commencé avec le Conseil d'État? Oui, alors c'est. C'est là où enfin il y a Les fameux 7 ou les. Non, c'est pas les fameux 7 justement. Les 20, ouais, le grand et la grande, Ouais, la grande ou la petite chambre. Alors je crois que c'était la petite chambre, mais purée. Bon, alors voilà, en tout cas, les politiciens, ils ont dit faut arrêter. Les socialistes, ils ont après voté. La majorité, enfin une grande majorité était pour
qu'on arrête la grève. Il y avait quelques personnes qui n'ont pas voulu. Et la grève a été arrêtée, le militaire a gagné. Mais quand même, ça a fait que les entreprises, ils sont allés vers... Alors, déjà, ils ont licencié quelques-uns quand même. Parce que, voilà, faut pas faire ça. Mais ils ont quand même après commencé à faire des contrats. Comment tu dis ça? Unbefristet? Des contrats indéterminés. Indéterminés? Oui. Indéterminés, oui. Et ils ont descendu de 59 heures de travail à 48. 11 heures de moins. C'était le plus grand saut depuis des années. Et juste à travers qu'ils ont fait une grève générale paisible. Donc il n'y avait pas de révolution socialiste comme ça. Ça, je trouve c'est quand même fou. Que de dire, ok, ben, tu avais cité encore d'autres exemples où ça a aussi changé, ça a aussi bouleversé la politique, où ils ont dit, on doit faire quelque chose. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être une désobéissance qu'on réalise pas, mais les journalistes, ils font souvent ça aussi. Après, c'est plutôt une zone grise. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais des fois, ils publient contre l'État. Parce que des fois, l'État, il veut contrôler les médias. Il y a là, en Amérique, il y a eu des nouveaux, le Pentagone a ordonné d'avoir une autorisation de lire tous les articles et qu'avec une autorisation, l'article est publié. Pardon? Puis, là, tout le monde s'est levé et s'est barré du Pentagone. Tous les journalistes se sont dit, on peut pas travailler comme ça. C'est pas le truc, parce que là-bas, il y avait aussi, par exemple, Times avec le Watergate, qui ont publié un article qui a fait bouleverser tous les États-Unis, juste parce qu'ils ont révélé une information qui était hyper impressionnante. Puis, je crois, un film, après, peut-être c'est très américain, mais où tu vois qu'il y a un côté très désobéissant dans la manière de le faire, parce que tu vas contre l'État, puis tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. Oui, c'est ça. Peut-être on n'aurait jamais eu, c'est la clôture pour eux et c'est fini. Oui, non, c'est ça, c'est... Après, c'est pas une désobéissance parce que en Suisse, t'as le droit Alors, c'était une désobéissance en ce temps là-bas, oui. Parce ils avaient pas le droit. Ouais, ils avaient moyennement le droit. C'était juste parce que à quel point t'as le droit d'être critique contre le gouvernement? C'est toujours cette question-là. Parce que c'est aussi à cause d'eux ouais. C'est tout un débat dans ce sens-là. Mais c'est aussi un travail qui est aussi hyper important et qu'il faut aussi maintenir. Puis souvent, c'est ça qui fait aussi le plus réagir. Mais aussi des grèves qui ont fait la différence. Ouais, et puis, je pense que c'est ça où tu vois aussi la force des médias. Ceux qui font de la désobéissance civile, ils travaillent, enfin, ils sont à la merci des médias. S'ils n'ont pas de place médiatique, il n'y aura rien qui va se passer. Oui. Trop petit. Ouais. Mais c'est là où, justement, les médias, ils font aussi énormément de faire un écho de ce qui se passe. Le bouche à bouche n'est plus vraiment fait maintenant. Mais oui, ça aussi. Ça dépend sur quel sujet, oui. Mais ouais. Donc oui, alors tout ça, on a parlé maintenant de ce qui s'est passé, etc. La question c'est, est-ce que c'est biblique, la désobéissance civile? Maintenant, juste avant, j'avais un exemple qui m'est arrivé en tête. Vas-y. Daniel, qui est mis dans la fournaise. Non, c'est pas... Non, Daniel, il est dans les amis, lions. oui. Mais c'est ses amis qui sont mis dans la fournaise. En théorie, ils font de la désobéissance civile. Oui, tout à fait. Totalement, puisqu'ils devaient s'incliner devant la statue quand ils passaient. Puis il y avait aussi les trompettes qui annonçaient le moment de s'incliner. Et ils ont désobéi totalement. Et ils ont fait ça sans violence. Ils se sont opposés, ils ont pas voulu. Il a dit, on va vous mettre en fournaise. Ils étaient en fournaise, ils sont ressortis. Et puis, il a réalisé qu'est-ce qui s'était derrière. Pour moi, ça c'est un exemple, par exemple. Après, il y a d'autres exemples où t'as les différents disciples qui continuent à annoncer la bonne nouvelle, puis ils sont emprisonnés. Puis jamais avec de la violence. Mais c'est un peu, ouais, c'est de la persécution après dans ce sens-là. Oui, alors il y a par exemple dans Actes 4, 13 et suivant, un acte de désobéissance civile de deux apôtres, c'est Pierre et Jean. Je vous laisserai lire ceci, mais c'est en tout cas quelque chose que tu vois dans la Bible aussi pour Paul, qui a, oui, exactement. Même s'il était emprisonné, ben il s'est enfui aussi quelquefois, ouais, jusqu'à la fin où il était à Rome. Hein. Mais on avait cité une fois Romains 13 par rapport à justement l'obéissance envers l'État. C'est marqué que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, à ceux qui résistent attirant une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal.
Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, etc., etc. Alors, 2 interprétations possibles pour ce texte-là. On t'écoute. Non, je pense que toi tu sais déjà une interprétation. Enfin, qu'est-ce que Paul nous demande là? Bon, tu veux le prendre mot à mot, puis tu le comprends comme ça. Littéral, donc oui, Rome était bon à ce moment-là, et puis plus tard, enfin dans Apocalypse, quand Rome est comparé avec Babylone, Rome a été corrompu. Ça c'est une interprétation, on peut dire, un peu plus traditionnelle, avec l'idée comme ça que c'est assez littéral. Ouais. Une autre interprétation, qui est aussi assez neuve dans la recherche du Nouveau Testament, c'est de voir ce texte comme ironique. Oh, ok. Alors, oui, c'est des choses où tu dis, ok, ça, pourquoi est-ce qu'on doit le prendre ironique, etc., etc. Mais la recherche, elle est surtout en train de regarder, est-ce que c'est probable ou pas. Mais ma révélation, quand j'ai justement un peu écouté ça, c'est dans notre quotidien, on utilise des ironies pour dire des choses. Pourquoi pas il y a 2000 ans? Un exemple que notre prof a amené, dans le cercle de Trump, il y avait le slogan « Let's go Brian ». Pourquoi? Parce que dans une course, dans le public, quelqu'un a crié « F you Biden ». La journaliste a dit « Ah, les supporters disent « Let's go Brian ». Enfin, en fait, c'était Brian qui était interviewé. En fait, ce qu'il a fait, c'est que le cercle Trump a utilisé Let's Go Brian pour dire implicitement l'autre chose. Mais c'est des clés que tu as besoin énormément de contexte pour savoir ça. Et c'est là où ça devient difficile de dire ah ok, maintenant c'est une autre clé qui est utilisée, maintenant c'est ironique ou comme ça. Mais ça t'ouvre toute une autre perspective vers sur le Nouveau Testament, je trouve, où tu peux dire ah ok, peut-être Paul n'était pas là en train de dire il faut suivre Rome ou comme ça. Maintenant, c'est indirectement, il est en train de se moquer de Rome. Ok, ouais, c'est intéressant. Et maintenant, d'autres interprétations viennent encore. Il a dit Galate. Enfin, mon prof, du coup, c'est Christoph Heilig, c'est un des chercheurs justement dans ce milieu-là. Donc Galate, on parle de la loi, mais c'est pas, on ne parle jamais du Torah. L'interprétation générale que tu entends, c'est toujours ne soyez pas liés à la loi, donc la Torah, donc dans le sens les lois juives, etc. Mais ça pourrait être aussi la loi romaine. Il y a aussi des lois dans le sens qu'il faut suivre ses rituels, qu'il faut suivre ses sacrifices, qu'il faut adorer, on va dire, l'empereur. Tu vois Galate d'une autre perspective. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, tout ça pour dire Romains 13. On peut dire, alors oui, c'est peut-être, ça dit faut croire à l'autorité, mais si l'autorité va contre la parole de Dieu, bien sûr, comme Paul l'a fait et tout plein d'autres chrétiens le font encore, faut résister à l'État. Mais il y a aussi la possibilité de dire, ok, il y a Paul n'était pas pour Rome dans ce moment-là. Bon. Ouais. Mais après, c'est vrai que en fin de compte, jamais il y a un enjeu de violence qui est à l'intérieur. Oui, exact. Dieu n'a jamais amené. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, par exemple, quand j'ai fini Apocalypse, un super livre à découvrir. Puis ça me faisait repenser tout le temps à la discussion avec Marc qui disait, mais les gens qui sont persécutés, ils se réjouissent de la vengeance de Dieu. Et c'est un peu aussi dans ce contexte-là où je me dis, la vengeance, la violence appartient à Dieu et pas à toi dans tes actes. Certes, si t'as des inégalités, la violence revient ou la vengeance revient à Dieu. Mmh. Mais ça veut pas dire que tu ne dois pas faire quelque chose quand même. Oui. C'est ça. Mais t'as deux choses, faire quelque chose et la violence, c'est pour moi deux différentes choses. Mais oui. Donc, Michael, doit-on obéir à l'État? Avec notre conscience, oui. Non. Non. Taureau te dirait absolument oui, hein, à ça. Moi, je pense que c'est vraiment toujours une question de
de conscience, réfléchir. Je suis aussi jamais la personne qui dirait qu'il faut juste suivre ce qu'ils disent, puis faire, puis aussi s'opposer quand il faut, mais toujours avec un côté non violent. Et ouais, et si tu t'opposes, toujours réfléchir à qu'est-ce que c'est les conséquences, comment tu t'opposes, et pas juste le faire parce que voilà, il y a plein de chemins, comme tu viens de dire là, l'avocat qui faisait plein de différentes choses. T'as aussi plein d'autres choses où tu peux juste tu peux faire un peu de travail de journaliste puis juste aller voir, rechercher, faire ce qui est possible. Quelquefois tu peux même faire, tu peux quelquefois faire même les amener devant le juge à cause des choses qu'ils ont fait, même sans trop grande preuve, juste pour que ça ait un roulement dans quelque chose. C'est là où ça devient intéressant de dire, ok, ben, comment, enfin, de devenir créatif de comment est-ce que je peux médiatiser tout ça comme tu as dit, regarder qu'est-ce que c'est les conséquences, surtout, qu'est-ce que c'est les conséquences pour le peuple simple, pour les personnes en fait, pour qui je voudrais qui je voudrais me battre pour. Ouais. Puis je pense que ça, c'est le jour d'aujourd'hui le plus difficile à faire. C'est de bien différencier les deux. Parce que t'as des gens, quelquefois, ils ont pas le choix de ce qu'ils font, où ils sont, et tu penses que c'est les fautifs. Ben, t'as d'autres, tu te dis, c'est pas les fautifs, mais en vrai, ce serait les fautifs de l'histoire. Donc c'est un truc que je trouve beaucoup plus difficile où, comme tu disais au début, quand tu vois une guerre, tu sais exactement tu vois le problème, c'est beaucoup plus quelque chose à saisir. La guerre. Ouais, non, la guerre, ça, oui. Enfin, on n'est plus dans dans des guerres de francs, on est plus dans des guerres terroristes, et puis ça devient encore plus. Ça devient toujours plus compliqué. Mais, au moment où tu vis l'injustice, c'est plus simple à comprendre qui le fait. Après, c'est pas toujours c'est comme dire, est-ce que c'est la faute du soldat qu'on est en guerre ou pas? Parce que le soldat, il pourrait se désengager, mais s'il se désengage, il fait quoi? Oui, il peut pas. Donc, il peut mourir. C'est que j'ai un dilemme où après te dis, oui, ben, en fin de compte, si tout le monde s'opposerait, on n'aurait plus de guerre, oui. Oui, mais c'est là où il y a aussi il y a toutes les expériences psychologiques. Il y a une expérience hyper connue, éthiquement remise en question, mais c'était l'expérience où des personnes devaient, sur l'autorité d'un médecin, donner des chocs à non, à un autre bénévole. Participant. Voilà, c'est les deux des participants jouaient que le vrai participant, ben, il devait donner des chocs, l'autre, il jouait comme quoi il devait apprendre des mots, mais l'idée c'est, par des chocs, il devrait apprendre mieux, sauf que les chocs deviennent de plus en plus mortels, et beaucoup de gens sont allés jusqu'à la dose mortelle. Ouais. C'est dingue. Enfin, je suis plus très sûr si c'est jusqu'à la dose mortelle, mais c'est dingue jusqu'à quel point l'autorité peut changer justement la manière qu'on voit les choses. Donc ouais, c'est extrêmement difficile de savoir qui est fautif de l'injustice. Oui. Oui. C'est plus simple de dire que si on est dans la situation, oui, ouais. Mais c'est vrai que ça commence aussi avec des petites choses où tu t'opposes à des choses que, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais par exemple un prof qui prend trop d'autorité ou qui fait des choses injustes, en t'opposant à ça, c'est aussi une manière, après opposer, hein, une manière de dire t'es juste stand up, de dire et dire que tu trouves que c'est pas juste et voir ce que les autres réalisent, parce que voilà, t'es tellement pris dans le truc que beaucoup ils disent bon voilà c'est pas trop mon affaire, mais oui, c'est vrai que c'est pas trop juste, mais je vais pas en faire une chose, puis quand quelqu'un se lève, tu vois que, ah non, mais il y a des autres qui trouvent aussi que c'est injuste, mais ils ont juste pas la force pour, puis ils savent pas comment agir. Puis ça, ce qui est important, c'est de regarder puis être attentif à des choses comme ça. Et surtout, l'action devient, enfin, on reçoit aussi beaucoup plus d'attention si la personne peut perdre des choses. En sens, c'est, justement, si elle peut être arrêtée parce elle enfreint le droit, ou bien si elle peut être expulsée de l'université, ben c'est des risques que la personne prend pour une cause, oui. Exact. Et alors, c'est aussi un risque, on doit être aussi conscient qu'on le fait, mais si la cause en vaut la peine, ben voilà. Est-ce que bon, maintenant voilà, on a parlé de très théorique. Est-ce que pratiquement, Michael,
tu as déjà une désobéissance civile en tête que tu voudrais faire cette semaine. Ouais. Ça, c'est pratique de ouf, hein. Voilà, c'est après la prédication, c'est là, qu'est-ce que tu dois faire cette semaine pour appliquer ce que tu as entendu? Non, alors, j'ai pas une cause réelle, mais c'est vrai que j'espère et j'essaye que quand il y a quelque chose qui m'arrive dans mon entourage, ou ce que je vois, que je me questionne et je fais pas tout. Bon, après aussi, tu vois, il y a tout remettre en question et aussi un peu, comment on dit, de gesunde Menschenverstand. Oh, oui, common sense. Common sense. Du savoir-vivre. Non. Non, en français, bon. Voilà. Mais un peu de jugeote, comme on dit. Voilà, pour les gens qui n'ont pas compris, je suis désolé. On a tout donné là pour traduire ce mot. Mais voilà, je trouve que, quelquefois, il faut interpeller les gens, mais aussi là, de la manière que tu le fais, parce que tu peux tout risquer. Puis je trouve, dans tu peux risquer beaucoup, tu peux t'opposer à des choses. C'est la même chose en Suisse, par exemple, t'as des délégués, dans les entreprises pour les employés. Et eux, ils font face après aux employeurs. C'est-à-dire que t'es devant les chefs, puis tu combats pour des causes, puis c'est vrai que si t'es peut-être trop sévère, tu risques quelque chose. Tu peux risquer qu'ils te disent, bon, tu sais, si tu commences à regarder sur tous les petits détails, ça nous embête, pars. Mais, s'ils font ça, la révolte, c'est mettre de l'huile dans le feu. Parce que si tu te bats pour quelque chose qui vaut vraiment la peine, mais après tu fais encore partir cette personne, c'est la guerre, ça commence, ça brûle dans les gens, parce qu'ils se disent, là, l'injustice est encore plus loin, parce qu'ils voulaient ramener la justice, voulaient discuter, puis c'est là où je trouve, si tu le fais pas pacifiquement, sans violence, c'est beaucoup plus difficile à se lier à ça. Pour moi, quelqu'un qui va par-dessus et qui enfreint la loi par la violence, c'est beaucoup plus difficile à dire, non mais il a pas mérité. Ouais, dans le sens aussi, si on revient sur la manifestation pro-palestinienne, la vandalisation a été médialisée, etc. C'est pas une bonne image de la démonstration même. Oui, puis pour la cause. Et pour la cause. Oui. Moi, j'ai entendu beaucoup qui me disaient, mais maintenant, c'est plus crédible ce qu'ils ils ont fait ce que, pour ce qu'ils combattent. Ils sont battus avec la violence. Après, voilà, là aussi, toute la question, est-ce qu'il faut, quelquefois, comme tu disais, marquer la chose dans la gravitude que c'est et matcher la gravité, mais ça veut dire qu'on serait à un niveau où mais justement, en même temps pas. La grève de 1918 a montré que pacifiquement, même ils ont pas continué, ils ont obéi à l'État qui voulait que la grève s'arrête, mais quand même ça a fait que, alors oui, des personnes ont été licenciées, mais de 59 heures à 48 heures de travail, c'est une réussite. Oui, c'est ça. Alors ouais, c'est là où au fait il faut aussi se dire ça vaut la peine, même si les gens ils nous ont juste vu que on a désobéi, mais on n'est pas allé à la violence, quoi. Mais c'est Oui, ouais. on s'est pas fait voir parce qu'on a frappé, on a cassé, on a fait quelque chose. Ouais. Donc ouais, la désobéissance civile. Alors moi je n'ai pas de plan pratique que j'allais faire maintenant. Surtout que je me suis dit mais où est-ce que je pourrais désobéir à la loi? Et sérieusement, en réfléchissant à cette démonstration qui n'a pas été autorisée, ça aurait été vraiment un acte de désobéissance civile que je me dis pourquoi pas le faire. Alors voilà, pour la cause comme ça, c'est encore une autre question, mais c'est juste l'idée de dire ok, il y avait une possibilité de désobéir à la loi là. Mais après que ça soit tourné dans la violence, bon là je suis non. Après, je veux dire, même, je suis d'accord que peut-être c'est pas après vraiment tu désobéis, mais même si ta démonstration est autorisée, je trouve que ça reste aussi quelque chose, hein. Je veux dire, tu dois quand même partir, il y a par exemple, quand il y a la grève des femmes, les gens, ils partent du bureau, puis Ah, c'est une grève, hein. c'est une grève, tu pars quand même et tu dis, mais je vais partir pour faire ça. Ouais. Non, alors Donc, il y a un acte, puis même si c'est un samedi, c'est aussi un acte de le faire. ouais. Voilà. Donc, c'est un peu nos pensées, on va dire, sur est-ce qu'on doit obéir à l'État? Voilà. Eh oui. Donc, Ah, mais- ouais, la désobéissance civile, enfin, en tout cas, moi, je prends l'idée, j'étais assez impressionné de tout ce qui s'est passé, justement, grâce à Des actes
Tel quel. Des actes pacifiques, surtout. C'est ça. Oui, parce que même Mahatma Gandhi, il a réussi à fin de compte avec ce qu'il a fait. Hyper pacifique. Plus pacifique que lui, ça existe pas. Hein. Lui, c'est non. Oui, c'est l'homme, ça. Donc ouais, parlez-nous de votre prochain acte de désobéissance après que vous l'avez fait. Hein. Je planifie ça. Ouais, non, on veut pas savoir vos plans futurs. Si vous avez déjà fait une fois, ce serait aussi intéressant à savoir ce que vous en dites. Vous pouvez faire un audio, un message, vous décrivez cette expérience. Peut-être on peut reprendre comme débrief prochain épisode. On va voir qu'est-ce qu'on va faire comme prochain épisode. Mais ouais, jusqu'à là. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You.